Un établissement, pour se dire porteur de politique, pour se dire porteur de capacité d'agir, doit avoir des politiques qui soient conscientes, qui soient explicites et qui soient communicables. Autrement dit, la notion de document de pilotage est absolument essentielle. Lorsque je vais en établissement, et par mon activité j'y vais souvent, je demande régulièrement quelle politique d'établissement existe dans ce domaine-là. Ça peut être le domaine de la vie scolaire, le domaine de la documentation, le domaine de l'accompagnement des élèves en difficulté, etc., etc. Si l'on me dit simplement « voilà ce que nous faisons », sans que cela soit écrit, communicable, connu, soit un document de référence, il y a de fortes chances pour que ce soit des déclarations d'intention qui ne se manifestent pas réellement. Donc, l'existence d'un projet d'établissement ou l'existence d'un contrat d'objectif, je reviendrai sur la distinction entre ces deux éléments, ça a déjà une importance en matière de connaissance par tous les membres de la communauté éducative de la direction dans laquelle on doit aller. Et c'est parce que des documents écrits, simples, bien présentés, lisibles, auxquels on peut se référer quand on a besoin de s'y référer, c'est un élément essentiel du pilotage. Je me répète, il n'y a pas de pilotage sans cette boussole, pour prendre une image peut-être un peu facile, sans cette boussole qu'est le document de pilotage. Alors, historiquement, et ce n'est pas inintéressant, le projet d'établissement a existé avant le contrat d'objectif. Et ça montre l'évolution, ou en tout cas une certaine évolution dans la façon dont s'articulent les différentes lettres qui composent l'acronyme PLE. L'établissement est local quand il a un projet d'établissement, parce que c'est sur la base de sa spécificité, de ses besoins particuliers, qu'il va produire et mettre en œuvre une politique spécifique qui ne ressemblera pas à un établissement qui connaît un contexte, une population scolaire différente. Le projet d'établissement est donc premier dans la constitution des documents de pilotage. C'est la loi d'orientation de 1989 qui met en place ce projet d'établissement et qui le rend obligatoire. En 2005, autre loi d'orientation, le contrat d'objectif apparaît. Par le contrat d'objectif, l'autorité nationale, mais surtout l'autorité académique, va contractualiser sur un certain nombre de priorités reconnues comme telles forcément par l'autorité académique et puis, on peut l'espérer aussi, par l'établissement. Mais le contrat d'objectif, tel que nous pouvons le voir fonctionner aujourd'hui, c'est en grande partie des contrats qui auront des priorités, des axes très convergents, très ressemblants entre les différents types d'établissements, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est la façon pour l'Académie de faire vivre l'autonomie descendante. C'est la façon pour l'Académie de faire en sorte que le projet académique, que les priorités qui sont fixées par le ministère de l'Académie soient mises en œuvre. Alors bien évidemment, selon les contextes, il y aura des petites différences, mais si on regarde les contrats d'objectifs au sein d'un territoire, sur le niveau collège, sur le niveau lycée, on s'apercevra d'une ressemblance quand même importante. Donc, la question se pose de l'articulation entre l'autonomie ascendante et l'autonomie descendante. Parce que nous sommes dans un système français dans lequel les établissements sont publics et locaux. Donc l'autonomie descendante est légitime. Nous avons une éducation nationale qui fonctionne selon le principe du service public et nos établissements sont locaux. En cela, l'autonomie ascendante est tout aussi légitime. Comment les articuler? Force est de constater qu'aujourd'hui c'est un manque. Souvent, les chefs d'établissement, mais aussi les inspecteurs pédagogiques, les inspecteurs généraux, notent une certaine difficulté à répondre aux interrogations. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce qu'un document de pilotage est premier? Est-ce que c'est le projet? Est-ce que c'est le contrat?
quelle est la valeur relative de l'un ou de l'autre, j'avoue ne pas être capable de répondre. Je ne crois pas que quelqu'un soit capable de répondre. Quand on regarde sur ce qui se passe dans d'autres pays, on peut être justement intéressé par des situations dans lesquelles cette réponse, en tout cas la question s'est posée et une réponse a été formulée. C'est ce qui nous a intéressés dans l'exemple wallon. La Wallonie a mis en place une réforme de l'éducation récemment, à partir de 2018, et dans ce cadre-là, l'échelon établissement a été vu comme un échelon majeur de mise en œuvre de l'action pédagogique et éducative. Donc ça ressemble tout à fait à ce que nous disions au tout début de notre entretien sur ce qu'est l'établissement scolaire et la place qu'il occupe. Les établissements doivent, pour définir leur capacité d'agir, établir un diagnostic partagé. Ce qui est très intéressant dans l'exemple wallon, c'est qu'à la fois les équipes de direction et les équipes d'établissement qui vont participer à l'élaboration de ce diagnostic sont formés, reçoivent une formation au diagnostic, donc un diagnostic qui implique équipe de direction et puis émanation de l'équipe enseignante et éducative. Ce diagnostic va permettre d'établir un plan d'action. Ce plan d'action, c'est à la fois un projet d'établissement et un contrat d'objectifs. Ce plan d'action, ce seront les priorités de l'établissement qui émanent donc d'un diagnostic, autrement dit, qui émanent du principe d'autonomie ascendante et qui vont être contractualisés avec l'autorité ministérielle, avec l'autorité fédérale. En cela, il y a une autonomie descendante. Et pour accompagner les établissements à mettre en œuvre ce plan d'action, à savoir leurs priorités telles qu'elles ressortent de leur diagnostic et qui ont été validées et contractualisées avec l'autorité académique, il y a des délégués au contrat d'objectifs. Ces délégués au contrat d'objectifs sont des cadres qui ont une bonne connaissance du terrain. Ce sont des anciens chefs d'établissement, des anciens inspecteurs. Quand je dis anciens, ils ne sont pas retraités du tout. Ils occupaient, avant d'être délégués au contrat d'objectifs, cette fonction de chef d'établissement, d'inspecteur. Ils suivent entre 10 et 15 établissements et ils seront le regard extérieur, l'ami critique, tel qu'on utilise l'expression en matière d'évaluation. Donc le regard extérieur, l'ami critique, qui va aider l'établissement à, au quotidien, mettre en œuvre son plan d'action et les priorités qui auront été définies. En même temps, ces délégués au contrat d'objectifs rendent régulièrement compte au ministère de l'avancée des contrats d'objectifs et permettent ce travail de régulation entre l'autorité et l'établissement. Ce qui est intéressant, donc on le voit, c'est qu'il y a un seul document et ce document permet de combiner de façon explicite les deux principes d'autonomie ascendante et d'autonomie descendante. Et on voit aussi qu'il y a un accompagnement qui se traduit par un regard extérieur.